Bonjour tout le monde et bienvenue au Cultorama. Je vous explique le concept de ce podcast. Podcast pour les amoureux de cinéma. Donc, c'est pas compliqué. Tout ce que je vais faire, c'est à toutes les semaines lors de cette capsule audio qui peut quand même être assez longue si vous êtes intéressé. Je vais vous parler de 4 films. Que je vais critiquer en profondeur ou pas trop en profondeur. Je suis un amoureux de cinéma, j'aime ça en parler. Je pense que j'ai des choses intéressantes à dire sur certains films, des films qui sont sortis, des films qui vont sortir. Donc, ce qu'on va faire lors de cet épisode-ci, qui est le premier, je vais vous parler de 4 films que j'ai vus. Les 4 films qui, je pense, sont intéressants. Toujours une nouveauté qui est sorti en salle, et puis les autres, des films que je vais avoir eu récemment ou que j'ai simplement le goût de vous parler parce que je les ai aimés ou je les ai détestés et que je pense que c'est utile que je vous glisse un mot sur la pertinence de ce film-là. Donc, ce que j'ai pour vous aujourd'hui, on a 4 films. Le premier film qu'on va parler et qui est la nouveauté, et je pense que c'est un film de choix pour commencer ce podcast, c'est Star Wars The Force Awakens ou L'éveil de la Force, film de 2015 réalisé par J.J. Abrams. On a également 3 autres films aujourd'hui. On a le film Fearless ou Le Maître d'armes, qui est un film de 2006 mettant en scène Jet Li avec comme réalisateur Ronnie Yu. On a également un film un petit peu plus vieux, qui est le film Légionnaire, qui date de 1998, réalisé par Peter McDonald et qui met en scène le grand Jean-Claude Van Damme. Et on a comme dernier film un petit classique des films d'horreur, le Carnival of Souls ou le Carnaval des âmes de 1962 par Hank Harvey, qui est un film d'horreur. Donc également, je vais vous passer un petit peu en revue certaines nouvelles de l'actualité qu'il y a eu. Ça a été une semaine pas nécessairement passionnante par rapport à ça, mais on a quand même quelques nouvelles qui, je pense, sont dignes d'intérêt. Et puis, ensuite de ça, je vais vous parler du trailer, le trailer du film Suicide Squad qui est sorti la semaine dernière, qui, je pense, que mérite notre attention. Et je pense qu'avec ça, on va avoir quand même un bon podcast devant nous. J'ai aucune idée de la durée que ça va prendre parce que ça va être la première fois que j'en fais un. Sauf que je pense qu'on pourrait avoir une bonne demi-heure, 35 minutes, peut-être 1 heure. On va voir. Donc on va commencer avec Star Wars The Force Awakens. Je pense que vous savez que ce film-là est en salle. J'ai rarement vu un film aussi pimpé de ma vie. Il y a des publicités absolument partout, des jouets, des produits dérivés en perte de vue. Le film en ce moment est un gigantesque succès planétaire, ramasse énormément d'argent. Et puis, est-ce que c'est le film qui va battre le record de Avatar pour le plus d'argent? Je l'ignore. Je sais que Star Wars a battu quelques records jusqu'à présent, mais qu'on est quand même pas nécessairement près du record de Avatar, mais apparemment que ce serait très possible que ce soit battu. Donc, j'ai vu ce film-là en retard, mais je l'ai vu cette semaine. Je vais vous en parler immédiatement. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de Star Wars? Je dois d'abord vous dire, mettre un peu les choses dans le contexte. Je suis pas le plus grand amateur de Star Wars, mais j'aime beaucoup la série. Les 3, le 4e, 5e et 5e film sont des films que j'aime beaucoup. J'aime moins Le Retour du Jedi. Je trouve que c'est un film qui est devenu extrêmement familial à partir de ce film-là. Quand j'ai toujours... mon film préféré, c'est définitivement Empire Strikes Back, qui est beaucoup plus sombre, mais qui, pour moi, a vraiment tout établi ce que j'aime de Star Wars, c'est-à-dire des personnages super intéressants qu'on veut voir évoluer, un univers vraiment fascinant qu'on apprend à découvrir, des méchants qui sont vraiment, vraiment plaisants, extrêmement charismatiques, puis des héros qu'on veut voir évoluer. Et puis, je dirais que les 3 premiers films, donc des années 70 et 80, m'ont beaucoup plu sur cet aspect-là. Les 3 films qui ont suivi ensuite, donc l'épisode 1, 2 et 3 sont des films qui m'ont moins plu. L'épisode 1 et 2, selon moi, sont des films qui ne sont simplement pas bons. On dirait une espèce de power trip de George Lucas qui a essayé d'en faire à sa tête, qui a essayé de créer des choses que les fans ne voulaient pas. Puis ça y est un peu retombé dessus. Son épisode 3 est revenu un petit peu à la base. Je pense que l'épisode 3 est un film assez solide en soi. Très intéressant. Puis
Je pense que cette suite-là, j'avais des attentes, mais je pense que je m'attendais exactement à ce que j'ai eu. C'est-à-dire une suite qui est solide, qui en tant que film, plus qu'en tant que suite, est un film qui se tient. Puis on a ramené des éléments des vieux films dans quelque chose de complètement nouveau, dans quelque chose de complètement amélioré au niveau de l'esthétique, au niveau des effets spéciaux. Puis on a recommencé quelque chose. Et ça, j'ai aimé ça. J'ai aimé le fait qu'on reste vraiment dans un état d'esprit qui est beaucoup plus par rapport à l'épisode 4, 5 et 6 qu'aux épisodes 1, 2 et 3. Et je pense que c'était normal de faire ça parce qu'il y avait beaucoup trop de gens qui n'ont pas aimé la deuxième trilogie. Donc, en tant que tel, je pense que c'était une excellente suite. J'ai eu beaucoup de plaisir à voir le film. Moi, je souffre d'un TDA, qui est un trouble déficitaire d'attention. Donc, j'ai de la difficulté à rester attentif durant un film pendant au-dessus de 2 heures. Surtout en salle, parce qu'en salle, je suis un peu laissé à moi-même. Je peux pas vraiment faire autre chose. Mais là, j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé ça. Le film a été très divertissant. Très drôle aussi. Puis, il y a eu plusieurs personnages que j'ai trouvé très, très riches. D'abord, on va le dire tout de suite, selon moi, le personnage principal féminin qui est joué par Ray est vraiment un excellent personnage. C'est un personnage qui est très très riche, puis qui est non seulement extrêmement bien joué par une femme magnifique, mais c'était également le personnage qui, selon moi, a complètement volé le spectacle durant le film. C'était le personnage que je voulais toujours voir à l'écran, beaucoup plus que certains autres là, qui ont commencé à me taper ses nerfs assez rapidement. J'ai aimé le fait que c'était un personnage qui était fort, un personnage d'une femme qui n'a pas besoin d'aide. Puis c'est pas non plus une femme qui fait un grand cheminement durant le film. Je veux dire, c'est déjà une femme forte au début du film. Mais quand elle accepte le rôle qu'elle a, elle devient plus forte à mesure que le film avance. Puis je pense que là, ici, ils ont vraiment réussi à créer un personnage principal féminin qui était très 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 fort. C'est des choses qu'on remarque de plus en plus au cinéma aujourd'hui. Les personnages féminins prennent de plus en plus de place, puis même dans des films d'action, ils en prennent de plus en plus, puis c'est pas des objets sexuels, c'est des femmes qui sont fortes, qui ont du caractère. Puis selon moi, le personnage de Ray rentre parfaitement dans cette optique-là. J'ai également aimé le fait dans le film que j'avais presque l'impression, en regardant, que c'était presque un remake du premier film. Puis, c'est pas quelque chose de mauvais en soi. Il y a beaucoup de plans qui rappellent au premier film de tout. Le premier film que j'ai adoré, soit dit en passant. Puis, j'ai aimé le fait que c'était des touches. Il y en a qui vont dire que c'est du fanservice. Puis, parfois, le fanservice devient une distraction. C'est dit, ah tiens, voilà ça, vous vouliez ça, on vous donne ça, on vous donne ce plan-là, on vous donne cet élément-là qui va vous rappeler ce que vous aimiez avant. Il y a eu ça dans ce film-là, mais je pense pas que c'était vraiment distrayant. Je pense que juste que ça mettait en lien certaines choses. Puis j'ai beaucoup aimé, par exemple, on a ramené plein de personnages de la première trilogie. On a ramené Han Solo, on a ramené la princesse Leia, on a ramené R2D2, on a ramené C3PO. Ils ont tous eu un rôle, petit ou grand, dans ce film-là, mais je pense que dans tous les cas, tous les rôles de ces anciens personnages-là, on a ramené Chewbacca, hein, en passant, j'ai complètement oublié Chewbacca, mais tous ces personnages-là ont leur raison d'être dans ce film-là. Il faut également parler, je pense, du personnage du méchant qui est extrêmement intéressant. J'ai beaucoup aimé le traitement qu'on en a fait. J'ai des réserves, par exemple, sur certaines choses, mais on va revenir là-dessus plus tard. Là, je suis vraiment en train de vous dire ce que j'ai aimé dans ce film-là. Donc, le personnage de Kylo Ren, c'est ça son nom, qui porte un masque qui nous rappelle un peu Darth Vader, mais en même temps, c'est pas Darth Vader. On apprend, et là, je vais vous le dire, il y a des spoilers. Donc, si vous voulez pas savoir des spoilers, venez pas ici. Là. Moi, je suis là pour donner mon avis sur le film, ce que j'ai aimé, puis c'est sûr que les spoilers vont avoir rapport avec ça. Donc, je trouvais que le personnage du méchant était très intéressant parce qu'on l'a créé d'une façon tout à fait grise. On l'a pas fait ni noir ni blanc. C'est-à-dire qu'on a présenté un personnage qui, à prime abord, a l'air d'un monstre. Hein? Un monstre, ça commence avec une excellente scène d'ouverture, avec un massacre de civils qui l'ordonne. Il passe pour un monstre. Il passe pour extrêmement puissant aussi parce qu'il arrête un tir
de fusil laser avec ses mains en utilisant la force et tout ça. Donc on voit déjà dès le départ que ce gars-là est à prendre au sérieux. Mais ensuite de ça, plus on avance et puis là on voit le lien se fait, on apprend que ce méchant-là est le fils de Han Solo et de la princesse Leia. Et puis une découverte qu'on fait pas comme une grande surprise pendant le film avec la grosse musique dramatique, on l'apprend, pouf, comme ça, on le dit dans un dialogue, c'est très très bien amené parce que on ne prend pas pour des idiots, là. On se doute qu'il y a quelque chose qui se cache derrière ça, puis il n'y a rien de surprenant là-dedans. Mais ce que j'ai aimé de ça, c'est que du moment qu'on apprend que c'est un personnage qui est le fils de que Raido Ken est le fils de ces deux personnages-là, on le voit devenir de plus en plus impuissant par rapport à ce qui l'attend, puis par rapport aux déceptions qu'il fait face. Un personnage qui perd complètement les pédales, là. Je veux dire, il agit comme un enfant parfois, puis ça c'est très intéressant. Par exemple, à un moment donné, il se fait dire qu'ils n'ont pas réussi à arrêter Finn et Rey. Donc, qu'est-ce que le personnage fait? Il ouvre son sabre laser et il se met à tout détruire comme un enfant là, qui est fâché. Il se met à tout scraper ce qui est autour de lui. Ben, ça, la première fois, c'est quand ça arrive la première fois, c'est quand même une scène assez violente, mais en même temps, c'est une scène extrêmement divertissante. Mais quand ça arrive la deuxième fois, c'est vraiment drôle parce que tout ce qu'on entend, la même situation revient, il se met à tout détruire, mais on l'entend seulement en bruit de fond avec deux Stormtroopers qui arrivent et qui se rendent compte, oh, ok, on va pas rentrer là, puis il décide de reculer. C'est quand même une scène assez rigolote. Puis j'ai aimé ça, qu'on fasse un personnage complètement qui est incapable de contrôler ses émotions, qui est pas devenu vraiment ce qu'il aspire devenir, c'est-à-dire Darth Vader, devenir aussi puissant que lui. Puis par contre, je vais pas aller plus loin concernant lui parce qu'il y a des choses que j'ai pas aimées. Puis je vais revenir là-dessus plus tard. Tous les personnages dans le film de Star Wars, tous les personnages importants sont dans ce film-là. Et là, on parle de Rey, on parle de Finn, j'irais même, on parle d'Han Solo, on parle de notre méchant. Ce sont tous des personnages qui ont un destin à accomplir puis à remplir. Mais c'est des personnages qui ont une extrême difficulté à accepter le destin qu'il y a en face d'eux. Puis je pense que ça, c'est un des éléments les plus intéressants de ce film-là. À un moment donné, dans le film, Rey touche le sabre de laser de Luke Skywalker. Il vient une espèce de flashback qui est vraiment, vraiment, vraiment fascinant, extrêmement bien fait, qui nous fait comprendre certaines choses. Donc, ses origines. Puis c'est des origines qu'elle ne veut pas faire face, qu'elle ne veut pas accepter. Puis on se rend compte très rapidement, dans une logique purement cinématographique, que c'est l'acceptation de ce destin-là qui va faire qu'elle va vraiment accomplir quelque chose. On comprend, dès la scène d'ouverture, que l'état dans lequel elle est, là, son métier de ramasser de la ferraille, c'est pas le destin qui l'attend. Que c'est pas quelque chose qu'elle veut. Quand au moment où elle est en train de trier des pièces de métal, elle regarde une femme extrêmement vieille, complètement rabougrie, qui fait exactement la même chose qu'elle. Déjà là, on comprend que elle ne veut pas devenir cette femme-là, mais qu'il y a quelque chose d'autre de plus grand l'attend. Donc, c'est très 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 intéressant. Avec Finn, personnage qui commence en tant que Stormtrooper, on comprend déjà dès le départ que ça ne fonctionnera pas, parce que dans la scène d'ouverture, avec le massacre des civils, il fait juste se sauver, un Stormtrooper qui meurt devant lui, il tombe, le sang lui tombe sur le casque, tout ça, il se sauve. On comprend que il y a une partie de Finn qui est pas correcte, une partie de lui qui est comme conditionnée, mais on comprend aussi qu'il y a une partie de lui qui fait les choses pour le bien. Puis je pense que le film Finn, durant tout le film, est un peu en cette dualité-là entre de quel destin qui l'attend. Est-ce qu'il va juste penser à lui ou est-ce qu'il va penser à quelque chose de plus grand? Est-ce que lui, il est fait pour quelque chose de plus grand? Puis je pense que à la fin, on comprend bien, lors de la scène de confrontation au sable laser avec le méchant, que Finn a accepté ce rôle-là. Il a accepté le rôle qui l'attendait. Puis je pense que c'était également un élément très très intéressant du film. Tout comme Han Solo, lui, doit faire face au fait qu'il a échoué avec son fils, mais qu'il doit le confronter par rapport à ça. Puis, il faut également parler du personnage du méchant qui, lui, pense remplir le destin de devenir aussi fort que Darth Vader, mais en même temps, il n'est pas capable de contrôler ses émotions, il est incapable de contrôler la force qui l'habite. Et tout ça va nous amener à, selon moi, qui est peut-être la scène la plus intéressante du film, qui est celle
Spoilers de la mort d'Han Solo, qui est extrêmement évidente. On sait déjà que ça va arriver quand les deux se font face et que là, Chewbacca, des airs, se met à faire un petit bruit apainé. On sait déjà que les chances qu'Han Solo survive de cette scène-là sont mortes et enterrées. Han Solo fait face à son fils, un super bon dialogue, plein d'émotions, musique magnifique. Et puis, Han Solo, on pense que est-ce qu'il est en train de le contrôler et tout, même si on sait très bien qu'il va avoir un revirement. Reno Ken lui demande de prendre son sabre laser. Han Solo veut le prendre, mais en même temps, Reno est comme contrôlé par quelque chose. Il transperce Han Solo avec le sabre laser. Et Han Solo tombe dans le vide intersidéral. C'est une scène qui est magnifique, très très bien montée, avec une super belle tension. Je pense que c'est probablement la scène la plus puissante du film, mais il y en a eu beaucoup d'autres, je pense, dans ce film-là. Quand on parle à celle d'émotion, je pense que le moment où Han Solo et la princesse Leia se prennent dans leurs bras, je pense que c'est très très bien amené. Le dialogue est très naturel. On se dit, si ces deux-là... on se dit, dans la vraie vie, probablement que c'est une scène qui nous aurait extrêmement touché si on l'avait vu de nos yeux vus. Mais je pense qu'ils l'ont rendu très très naturel. C'est pas forcé. Les dialogues sont jamais forcés. Puis, tout ce qu'ils se disent dans ce film-là, ces deux personnages-là, on se dit que c'est normal qu'ils se le disent. Ça n'a pas marché entre les deux. Je pense qu'il n'y avait aucune raison que Han Solo et Princesse Leia ça fasse un couple heureux éternellement. C'est deux personnalités qui étaient trop fortes. Puis, on comprend bien l'espèce de relation. Ils s'aiment encore, mais ils peuvent pas être ensemble. C'est très, très, très intéressant la manière qu'ils ont fait ça. Ok, on va rentrer à des éléments que j'ai peut-être moins appréciés de ce film-là. Mais je peux vous dire une chose, c'est que les éléments que j'ai moins appréciés sont vraiment bénins. C'est des éléments que, selon moi, c'est du nitpicking. Okay? Selon moi, ce film-là est très, très solide. C'est probablement un des meilleurs blockbusters que j'ai vu depuis longtemps. J'ai rarement eu autant de plaisir au cinéma depuis un bon bout de temps. Et puis, ce que je vais vous dire, c'est des petites choses qui m'ont dérangé. Hein, des petites affaires. Première chose que j'ai moins bien aimé dans ce film-là, c'est le personnage du méchant, même s'il est très 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 intéressant, enlève son masque, je crois, 3 fois pendant le film. Puis, c'est pas nécessairement une mauvaise chose, parce que quand on découvre de quoi a l'air le personnage, on se rend compte qu'il a l'air d'un petit enfant qui a peur, un petit enfant un peu battu. Puis ça, c'est pas une mauvaise chose en soi, parce que c'est ce personnage-là, c'est ce qu'il est au plus profond de lui. Ce que j'ai pas aimé, c'est que je pense qu'on aurait eu énormément plus d'effets dramatiques si le personnage avait enlevé son masque. Pas quand il fait l'interrogatoire avec Rey, il enlève son masque, mais ça amène rien selon moi. Il y fait face, on découvre de quoi il a l'air, mais en même temps, est-ce que ça ajoute quelque chose qu'il enlève ce masque à ce moment-là? Quand il aurait juste dû, selon moi, enlever son masque quand il fait face à Han Solo, on aurait découvert de quoi il a l'air. Puis, selon moi, avec toute l'émotion que cette scène-là amenait, ça aurait amené quelque chose de plus. Je trouve juste qu'il a enlevé son masque beaucoup trop tôt. Ensuite de ça, ce que j'aime moins, puis ça c'est quelque chose que je peux reprocher à ce film-là, mais que je ne peux pas reprocher à la deuxième trilogie qu'il y a eu, c'est que chacun des films, épisodes 1, 2 et 3, avait un sentiment qu'il y avait quelque chose qui était complètement inachevé. Puis, j'ai vraiment pas eu ce sentiment-là avec celui-là. J'ai vraiment l'impression que là, quelque chose de bien plus le fun allait commencer lors du deuxième film. Puis ça, c'est quelque chose que j'aime pas particulièrement dans les films, mais qui est devenu vraiment à la mode ces temps-ci, là, avec les films en plusieurs parties. Selon moi, là, on ouvre le film vers quelque chose d'autre complètement, avec Luke Skywalker qui revient dans le film, dans une fin que j'ai pas nécessairement trouvé si réussie que ça. Luke Skywalker est là, il lui fait dos, ils se retournent, ils se font face, ils se font un regard beaucoup trop intense. Elle lui tend son sable laser là, de façon hyper intense. Ils se regardent avec la grosse musique, la caméra qui fait un 360. J'ai trouvé ça un petit peu too much, la fin. Mais au moins, on sait déjà à quoi s'attendre dans le prochain film. Juste que là, j'ai trouvé, là, on ferme avec ça. Selon moi, j'aurais ouvert le deuxième film avec ça au lieu de fermer celui-là. Mais ça, c'est mon opinion. Puis j'ai également, je veux dire, les choses sont fermées dans le sens que la base des méchants est détruite. Sauf que ce que j'ai pas aimé, c'est que là, la base des méchants est détruite, mais là, il n'y a aucun méchant, aucun vilain qui est vraiment mort, qui est décédé. Tout ce qui a sauté, c'est un autre Death Star, parce qu'il faut toujours qu'il y ait un Death Star qui saute à la fin de chaque Star Wars. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment rien d'inachevé.
Il y a aussi une affaire, c'est que même si j'ai beaucoup aimé Han Solo, je pense qu'il y a eu une certaine surexposition de certains personnages au détriment de d'autres. Le personnage de Rey était vraiment, vraiment bon. Mais j'ai l'impression qu'il aurait pu être beaucoup plus à l'écran que ça. Mais qu'on a beaucoup voulu présenter plein d'autres personnages, parce que je pense que c'est un peu une mode dans les Star Wars. Sauf que certains personnages, selon moi, ont été un peu surutilisés. Selon moi, le film perd un peu de son intérêt au moment où Han Solo rentre dans l'histoire. Pas parce que Han Solo, joué par Harrison Ford, n'est pas bon. Mais je pense que là, il y a un rythme du film qui change. Puis que c'est pas nécessairement super intéressant. Ils s'en vont dans un bar, ils vont à la résistance, tout ça. C'est très, très, très statique. Han Solo est un personnage super le fun, sauf que moi je l'ai vu dans 3 films. Là je voulais le voir dans d'autres, je voulais voir d'autres personnages évoluer. Et puis même si, puis ça a ouvert la porte, par exemple un nouveau personnage que moi j'ai pas nécessairement aimé tant que ça, c'est le personnage de Finn. Puis je sais qu'ils ont voulu faire un personnage un peu un couard, un personnage un peu plus un peu heureux, un gars qui saute du danger, mais c'est pas un personnage que j'ai trouvé très sympathique ni très 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 attachant. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec lui dans le 2e film par contre, parce que je pense qu'il y a un changement qui s'est opéré, mais je l'ai trouvé un peu énervant dans celui-là. Tout comme ce petit robot roulant qui prend énormément de place dans les 45 premières minutes. Hein. Il est là à toutes les sauces, toujours là, puis je pense qu'ils ils ont donné beaucoup d'émotion à ce robot-là. C'est vraiment cute. Selon moi, c'est cute les 5 premières fois, puis après ça devient un peu lourd. Mais ce que j'aime, c'est qu'après la première heure, on le voit beaucoup moins. On le voit peut-être dans 2 autres scènes ensuite. Ça, je pense que ça a été une belle utilisation. Donc, au final, qu'est-ce que j'en ai pensé de Star Wars là? Selon moi, meilleur que tous les films de la 2e trilogie. Un peu moins bon que tous les films de la première trilogie. Mais un film très très solide. J'ai bien hâte de voir le prochain film. Je sais pas c'est quoi le trip, par exemple, qu'ils ont eu. Ils ont décidé qu'ils allaient faire un Star Wars à tous les ans avec des spin-offs, des reboots, toute cette merde-là. Moi, quand que ça arrive comme ça, je suis un peu désintéressé, désabusé. C'est peut-être ça qui va arriver. Je sais déjà qu'ils ont devancé la sortie du prochain film pour 2017. À moins que je me trompe. Pour décembre 2017. Je suis quand même hâte pour ça, de voir ce que ça va donner, mais j'ai l'impression que peut-être qu'on va étirer la sauce. Si ça arrive, ce sera bien dommage, parce que je pense qu'ils ont fait un excellent reboot. Un film avec énormément de potentiel. Et voilà. C'était très bon. C'était très bon. Moi, je suis pas du genre à donner des notes là, à des films, mais je vous le conseille vivement. Je pense que c'est un film qui est vraiment à voir en salle, mais qui va être culte. Un film qui va prendre beaucoup, beaucoup de place dans les prochaines années. Et puis, je pense que déjà, on a revu l'engouement de Star Wars est revenu. Puis il est revenu en grande trompe. C'est le temps de passer au deuxième film. Deuxième film qui est le film Fearless ou Le Maître d'Armes, un film de 2006 réalisé par Ronnie Hu et qui met en vedette Jet Li dans ce qui était supposé être son dernier film épique. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune puis que ce film-là était sorti, on parlait que c'était son dernier film d'arts martiaux, ce qui n'est pas du tout le cas, il en a fait d'autres après. Mais quand on disait dernier film épique, c'était son dernier film qui se passait, qui était un peu dans le style Il était une fois en Chine, là, qui a été une série de films qui l'a rendu extrêmement populaire aux États-Unis. Donc, ça raconte quoi, Fearless? C'est un cas vécu qui raconte l'histoire de Huo Wanija, qui est devenu le plus grand combattant de l'histoire de la Chine. Comment Huo est un jeune homme qui est un fils de guerrier. Son père ne désire pas le voir devenir comme lui un grand combattant. Sauf que Huo assiste à la défaite de son père dans un combat où son père a volontairement perdu. À la suite de ça, il se fait tabasser par le fils de celui qui a battu son père, et ensuite il décide de devenir, à partir de ça, le plus grand combattant de tous les temps. Donc il s'entraîne comme un perdu, il devient un combattant absolument dangereux à tous les aspects, une vraie machine. Il se marie, il a un enfant, sa femme meurt, mais il a quand même une petite fille avec lui. Il devient quelqu'un d'extrêmement arrogant par rapport au combat. Il décide de devenir le meilleur, mais il décide de devenir le meilleur à tout prix. C'est-à-dire que il combat sans aucun honneur.
il laisse de côté l'éducation de sa fille pour s'entraîner, pour devenir meilleur. Il traverse la Chine pas pour devenir une meilleure personne en combattant. Il n'utilise pas les arts martiaux pour devenir meilleur. Il utilise les arts martiaux pour se prouver à lui-même qu'il est le meilleur. Puis il le fait au détriment des autres. Un jour, je veux dire, tous ces combats-là mènent à plusieurs confrontations où il est toujours gagnant. Puis à un moment donné, avide de combat, il décide de s'en prendre à des dizaines de personnes en même temps parce qu'il ne peut pas attendre ses challengers. Donc il affronte plein de monde, il les détruit toutes. Puis c'est là qu'on se rend compte à quel point le personnage de Hugo est devenu extrêmement arrogant. À un moment donné, un combattant décide de se venger du personnage de Hugo. Puis il va se battre avec lui. Puis dans ce combat-là, il va tuer sa fille. Et il va le blesser. Il va être blessé beaucoup plus mentalement que physiquement de ce combat-là. Il va décider de quitter son endroit, l'endroit où il vit. Il va décider de errer dans la Chine dans une espèce de quête de rédemption. Il va se ramasser dans un village de paysans qui vont s'occuper de lui, qui vont le sauver, et puis qui vont, dans leur côté humble, qui vont, dans leur façon de vivre extrêmement simple, lui montrer beaucoup de choses par rapport à qu'est-ce que c'est vraiment les arts martiaux. Pas qu'ils vont lui montrer les arts martiaux, mais que dans leur façon d'être, ils vont lui apprendre des choses par rapport à lui-même qu'il va pouvoir mettre en œuvre dans les arts martiaux. Il va passer des années là pour à un moment donné retourner l'endroit où il vient. Et puis quand il va revenir dans sa ville, il va voir que l'Angleterre, les États-Unis ont pris énormément de place en Chine. Puis qu'ils ont tellement une espèce de pouvoir économique sur la Chine qu'ils vont les réduire, qu'ils vont les insulter de plusieurs façons, donc en insultant leurs combattants, leur façon d'être. Puis Huo décide de combattre ça, c'est-à-dire de recommencer les combats, mais pas pour lui-même, pour la cause de la Chine, pour montrer que la Chine est capable de se tenir debout face à ces gens-là, ces étrangers-là qui veulent prendre le contrôle du pays. Ça va le mener à se mettre de dos énormément d'hommes d'affaires chinois et occidentaux qui vont essayer de l'humilier puisque Huo va représenter un peu la dernière étape pour vraiment humilier ce pays-là. Et puis il va accepter d'affronter 4 combattants en une soirée, 4 combattants extérieurs, dans le but de montrer que la Chine est capable de se tenir debout face à tous ces combattants-là. À partir de là, je vais arrêter parce que rendu là, vous devez voir ce film-là parce que c'est vraiment, vraiment un film qui est somptueux. Honnêtement, Le Maître d'Armes ou Fearless, réalisé par Ronnie Yu qui a fait entre autres Freddy contre Jason. C'est pas nécessairement à ce réalisateur-là que je penserais pour un très très bon film d'arts martiaux, mais ici, il est absolument magnifique ce film-là. Puis il est pas seulement magnifique à cause de l'histoire, qui selon moi est le meilleur point du film, dont je vais vous parler plus tard. Mais c'est un beau film parce que la réalisation est extrêmement solide. Chose qu'il faut dire, on s'attend à un film comme ça à avoir des combats de qualité. Selon moi, on a des combats qui sont absolument géniaux dans ce film-là. Donc, le film commence avec des combats. Puis l'action est très très claire. On n'a aucune difficulté à suivre tout ce qui se passe. Puis ça, je pense que c'est le meilleur élément de ce film-là. On est capable de tout suivre. Mais la grande force de tout ça, c'est que les combats sont bien espacés. On n'en a pas tant que ça, mais quand on en a, on en prend vraiment, vraiment plein la tronche. Puis l'élément réaliste est un peu laissé de côté. Je veux dire, il se passe des affaires, des flips absolument impossibles dans ce film-là. Mais en même temps, je pense que c'est peut-être... Est-ce que c'est un point négatif, le fait que les combats sont pas nécessairement réalistes? Je pense pas tant que ça. Parce que selon moi, cette histoire-là, c'est pas vraiment une histoire réaliste plus qu'une espèce de conte sur cet homme-là, sur ce grand combattant-là. Et puis, comme j'ai dit, ça commence immédiatement avec des combats. Moi, j'ai pas trouvé nécessairement que c'était la meilleure idée de faire ça. Je vous explique un peu comment ça fonctionne. Dès la scène d'ouverture, Huo affronte 3 combattants.
je l'ai dit, à la fin du film, il faut qu'il affronte 4 combattants extérieurs. Ben, on nous présente dès le début du film les 3 premiers combattants qui vont ouvrir. Je ne sais pas si c'est nécessairement une si bonne idée que ça, mais je pense qu'on a voulu monter le film de cette façon-là pour immédiatement intéresser le spectateur par rapport au combat. Je pense pas que c'était une mauvaise idée en soi. J'aurais juste préféré que la fin, qui est extrêmement forte en passant, soit mise en relation avec ces 3 combats-là. Ces 3 combats-là qui servent bien de tremplin vers la suite des choses. En les mettant comme ça à l'intérieur, au début, c'est bien, c'est vrai que c'est divertissant, mais en même temps, c'est complètement disjoint avec le début de l'histoire, parce que ça commence qu'il est jeune et tout le kit. On n'a pas ça... Moi, j'ai pas trouvé que le lien se faisait bien par rapport à ça. Parce que, outre ça, le film a une forme extrêmement classique. Là. C'est un film qui est du point A au point B de façon très, très, très évidente. Il commence jeune, l'élément déclencheur arrive avec la défaite de son père, et puis après ça, bon, il devient ce qu'il devient, sa fille meurt, il devient une meilleure personne à partir de là. Et puis, il revient dans la gloire. Je sais qu'il faut que je vous parle des spoilers, mais parce que j'en ai parlé avec Star Wars, mais je sais pas si je vais en parler pour le film Fearless, pas pour la fin en tout cas. Je peux vous parler de n'importe quoi d'autre sauf la fin, parce que je pense qu'il faut la voir la fin. Puis si j'en parle ici puis que vous avez pas vu le film, ça va être beaucoup 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 moins intéressant. L'élément que j'ai trouvé le plus gagnant avec Fearless, c'est la morale. La morale est vraiment, vraiment, vraiment est venu me chercher avec ce film-là. Oui, c'est un film d'action extrêmement violent, mais c'est aussi un film qui montre que on peut devenir une meilleure personne quand on décide d'aider les autres, quand on décide pas seulement de s'aider soi. Puis je pense que c'est amené d'une façon parfaite avec ce film-là. Avec plusieurs moments symboliques. Par exemple, à un moment donné, quand il est dans ce village de paysans-là, il décide d'aider les paysans à mettre du riz sur les rizières. Et puis là, il se rend compte que les 2 fermiers à côté de lui plantent le riz beaucoup plus rapidement que lui. Donc lui, dans une idée de compétition, décide d'y aller extrêmement rapidement. Pouf, 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 il met du riz un peu partout, il le fait tout croche. Et puis, il se rend compte en revenant que celle qui s'occupe de lui, qui le nourrit, qui l'a sauvé alors qu'il était en train d'errer dans le désert, doit tout refaire ce qu'il a fait. Parce que lui a été trop fier pour bien faire sa job, il l'a seulement fait pour se valoriser lui-même. C'est des petits moments comme ça. Puis quand ce changement-là s'opère sur 7 ans, puis qu'il revient dans sa ville, puis qu'il décide de faire changer les choses, en donnant un peu de fierté à la Chine, il est complètement changé. C'est un personnage complètement zen, avec un esprit magnifique, des dialogues qui sont parfaits, qui nous mettent bien qui montrent bien que ce personnage-là a changé, qu'il n'est plus là pour lui-même, qu'il est là pour les autres. Et puis, je pense que par rapport à ça, le film a frappé un grand coup. J'ai beaucoup plus apprécié les scènes de dialogue dans cette partie-là. Toutes les scènes sentimentales, je les ai préférées aux scènes de combat, même si les scènes de combat sont magnifiques. Je pense que les scènes où le personnage change ont été merveilleuses. Et puis, il faut noter, là, même si je ne vais pas vous spoiler, la fin de ce film-là est tout à fait géniale. Puis il est tout à fait dans l'esprit de cette morale-là, sur le fait que on n'est pas là pour soi-même sur Terre, on est là pour aider les autres. Puis je pense que la fin, qui prend énormément de temps, là, qui s'étire un peu dans le grand mélodrame, est pas facile, mais en même temps, c'est une fin qui est parfaite par rapport à ça. Là, je veux pas en parler. J'ai pas le goût d'en parler parce que je veux que vous le voyez si vous l'avez pas vu. Si ça avait été un film en salle, puis que j'ai vraiment besoin de vous en parler pour donner mon point sur le film, je l'aurais fait, mais pas avec Fearless parce que je pense que la fin s'apprécie dans l'expérience. Donc, je vais vous laisser avec ça. Ensuite de ça, un autre film que j'ai vu et que j'aimerais vous parler, c'est le film Légionnaire, qui date de 1998, qui est réalisé par Peter McDonald et qui met en vedette Jean-Claude Van Damme dans un film où il ne donne aucun roundhouse kick. Donc, le film commence en France. Alain Lefebvre, c'est un boxeur, c'est un petit rebelle, un petit gangster. Un membre de la mafia vient... c'est un boxeur en passant, un boxeur de grand talent aussi. Un espèce de mafieux vient le voir et lui dit si tu veux que on rembourse tes dettes, il va falloir que tu te couches sur ton prochain combat. Donc,
Alain Lefebvre n'est pas trop d'accord avec ça, mais il décide d'accepter quand même. Et qu'est-ce qui arrive ensuite? Ben, il fait son combat. Mais il décide de ne pas perdre. Il décide de knocker l'adversaire en face de lui. Problème dans tout ça, c'est que ce mafieux-là a sa fiancée et l'ex-fiancée de Alain Lefebvre, qui l'aime encore évidemment, et qui lui dit viens me rejoindre après le combat, nous partirons pour l'Amérique. Et puis après le combat, après qu'il ait knocké son adversaire, il est incapable de rejoindre sa douce, et puis il est poursuivi par les gangsters. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il décide de rentrer dans la Légion française pour aller dans le désert combattre les Arabes. Et c'est exactement ce qu'il fait. Il entre dans la Légion avec d'autres criminels, d'autres personnes qui ont des lourds passés, et puis ils essaient de se rendre dans un fort. Il reçoit son entraînement, il se fait des amis. Ils doivent se rendre dans un fort dans le désert qui est complètement assiégé par les Arabes continuellement. Et puis ils se rendent jusqu'à ce fort-là, même s'ils se font attaquer en chemin, qui perdent énormément de personnes. Et puis ils se rendent compte que le mafieux lui a envoyé quelqu'un le rejoindre dans la Légion pour l'assassiner, puis qu'il a également acheté d'autres personnes qui vont chercher à l'assassiner. Donc, pour Alain Lefebvre, la seule façon de revenir, puis d'aller peut-être voir sa douce, c'est de revenir à la maison comme un héros, de faire son temps dans la Légion, puis de retourner en France. C'était Légionnaire, peut-être le moins bon film que je vais vous parler aujourd'hui, parce que quand même, honnêtement, Fearless était un très très bon film, Star Wars était un très très bon film, puis le prochain film que je vais vous parler après, selon moi, en est un autre qui est très très bon. Mais Légionnaire n'est pas nécessairement un film que je laisserai de côté de toute façon. Moi, j'ai d'abord été surpris par le casting de Jean-Claude Van Damme dans ce film-là, étant donné que c'est un film où il n'y a aucun art martiaux, même si c'est un film d'action. Jean-Claude Van Damme se retrouve dans ce film-là. C'est un peu un miscast parce que c'est vraiment pas le genre de rôle qu'il ferait. Puis on se rend compte, je sais pas trop, je pense qu'ils ont seulement pris Jean-Claude Van Damme dans ce projet-là parce que c'était une figure qui était vendeur au niveau du box-office. Mais en même temps, je pense pas nécessairement que Jean-Claude Van Damme était la personne idéale pour ce film-là. Malgré tout. Je trouvais que c'était un étrange film qui avait le potentiel d'être un gros blockbuster. Je pense que ce film-là avait le potentiel d'être un peu un gladiateur dans le traitement que ça a été fait. Puis je suis capable de faire quand même quelques parallèles entre ce film-là et Gladiateur. D'abord pour le traitement épique qui ressemble beaucoup, l'espèce de quête de rédemption et tout qui est très 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 similaire entre les deux personnages. Mais je vous dirais que c'est un film qui avait le potentiel d'être très très gros, mais parce qu'on se rend compte qu'il y a l'air d'avoir un gros budget, on a des super beaux décors, une très belle exploitation du désert, mais le casting est rempli d'inconnus, de sombres inconnus qui sont pas mauvais, mais qui sont clairement pas des grands acteurs. Puis Jean-Claude Van Damme en est la preuve aussi. L'affaire, c'est que c'est quand même très 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 bien fait comme film. Puis Peter McDonald, qui a réalisé en passant à Rambo 3, qui, à défaut d'être un film vraiment vraiment idiot, a quand même eu quelques scènes d'action qui étaient potables. Ben, les scènes de combat dans ce film-là sont extrêmement élaborées. Hein. Il n'y en a pas tant que ça, mais quand il y en a une, elles sont vraiment excitantes, très très bien montées, beaucoup de tension, très violente. Ça montre que ce film-là a été fait avec beaucoup beaucoup de rigueur, mais que je pense qu'il n'y avait pas les éléments pour en faire un gros succès. Par contre, le fil narratif de ce film-là est extrêmement simple. Hein, c'est un film avec un début, un milieu, une fin. Il y a beaucoup de scènes, pas qui mènent à rien, mais je pense qu'il y a beaucoup de scènes où les personnages apprennent à se connaître ensemble. Donc, l'espèce de sentiment de fraternité qu'il y a dans la Légion. Mais en tant que trame narrative, donc le milieu, le début puis la fin, c'est un film qui est un peu oubliable. Il n'y a pas grand-chose. Au niveau de l'histoire. Il n'y a vraiment aucune surprise. La fin, on s'en attend un peu à qu'est-ce qui va se passer. C'est très oubliable comme film. Il n'y a rien de nécessairement surprenant. Par contre, là où le film est bon, c'est dans les moments dramatiques. Toute cette idée de la fraternité de la Légion, c'est très très bien présenté. Les personnages sont pas attachants, ils sont extrêmement simples, voire manichéens, mais en même temps,
de les voir fraterniser ensemble, ça a quelque chose de très très beau. Puis c'est bien vers la fin, comme voir la culmination de toute cette fraternité, où est-ce que ça mène. C'est très 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 pessimiste à la fin de la façon que ça commence. À peu près tous les amis de Jean-Claude Van Damme se font buter de façon horrible. Et puis c'est lui qui doit faire face à tout ça. Mais en même temps, lui, il fait son cheminement dans ces morts-là. Dans ces morts-là, puis aussi dans la façon dont il va terminer sa quête. On sait pas vraiment. Je considère pas vraiment que c'est un film qui finit bien. C'est un film où tout le monde bute. Jean-Claude Van Damme survit, pour ceux qui seraient intéressés à le savoir. Mais on sait pas vraiment ce qui se passe de plus à partir de là. Mais je dirais que toute la partie dans le désert est extrêmement bonne. La partie en France, qui dure peut-être 20 minutes, est vraiment pas intéressante. Vraiment, 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 vraiment pas. On a l'impression d'écouter un téléfilm. Je veux dire, c'est tellement simple, tellement... Ça manque tellement d'inspiration que moi, j'ai vraiment pas vraiment aimé cette partie-là. Puis j'ai certainement pas aimé le personnage du méchant mafieux qui est joué, honnêtement, j'ai l'impression d'écouter un film pour enfants, tellement il en faisait avec ses gros yeux, il pétait les plombs en regardant partout comme un monstre, comme un possédé. J'ai vraiment pas aimé ce personnage-là, je trouvais que c'était vraiment le pire. Jean-Claude Van Damme, par contre, même si je pense que c'est un miscast, a quand même fait un job tout à fait acceptable. Probablement que c'est l'acteur qui s'en tire le mieux là-dedans, mais en même temps, il n'y a aucune grande performance dans ce film-là. Tout le monde a l'air un peu... Tout le monde fait un boulot correct, mais personne sort du lot. Jean-Claude Van Damme joue un personnage très très stoïque, mais en même temps, je l'ai pas trouvé mauvais. En tant que tel, je pense que Légionnaire, c'était un film qui m'a intéressé, mais qui est complètement oubliable. C'est un film qui a manqué de ressources, je pense, au niveau scénaristique. C'est un film qui manque d'éléments. Puis je pense que c'est un film tout avec un casting qui manquait de tonus. Puis c'est une des raisons pourquoi on a complètement oublié ce film-là. Mais je pense que dans tous les films de Jean-Claude Van Damme, c'est probablement parmi ses plus intéressants et ses meilleurs. Mais en même temps, je dis ça, je les ai pas toutes vues. Mais de ceux que j'ai vus, c'était probablement un des ceux où lui jouait le mieux son rôle. Puis aussi où il y avait les plus d'éléments, peut-être pas subtils, mais plus d'éléments qui étaient pas nécessairement mis en avant-plan qui m'ont intéressé. Voilà. Donc, je le recommande, mais je veux dire, attendez-vous pas un chef-d'œuvre. Dernier film qu'on va parler aujourd'hui, Carnival of Souls. Carnival of Souls est un film de 1962 de Hank Hervey. Commençons ça. Le film commence. Des deux jeunes femmes sont avec deux garçons dans une auto. Ils font une course de voiture. L'auto s'écrase. Et une des jeunes femmes, qui s'appelle Marie, sort de la voiture en vie. Sa vie change complètement. Elle décide de tout abandonner. Parce qu'elle n'est pas capable d'accepter la mémoire de cet accident-là. Puis elle décide d'aller ailleurs. Et elle se rend compte rapidement, alors qu'elle se rend dans l'Utah, dans l'état de l'Utah, qu'elle est poursuivie par ce qui semble être des fantômes. Et puis, elle a de la difficulté à accepter ces apparitions-là qui chamboulent complètement sa vie. Elle essaie de recommencer, de rencontrer un gars, elle essaie d'aller à l'église, toutes ces choses-là. Puis elle se rend compte qu'il n'y a rien qui fonctionne. Quelque chose l'empêche de recommencer sa vie. Et c'est jusqu'au moment où est-ce que ces apparitions-là commencent à prendre de plus en plus de place. Et puis elle voit à chaque fois un carnaval abandonné, puis où est-ce qu'elle semble attirée par ce carnaval-là, mais qu'elle veut pas y aller parce qu'une partie d'elle a vraiment peur. Puis à un moment donné, complètement attaquée par les apparitions, elle décide, comme ça, de se rendre à ce carnaval-là. Et puis il arrive quelque chose d'horrible, que je ne vous raconterai pas. Carnival of Souls est un classique du cinéma d'horreur. Même si c'est un film qui est très 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 laissé de côté. On parle pas beaucoup du cinéma d'horreur des années 60, ni des années 50, avec raison, parce que dans la plupart des cas, c'est des films d'exploitation, des films qui avaient des structures toujours semblables, avec, je veux dire,
des films avec des filons étaient tous pareils, des scientifiques fous, des gorilles ou des choses comme ça. C'était le cinéma d'horreur des années 50, 40 est extrêmement codifié, pas très très intéressant dans la plupart des cas. Dans les années 60, des films plus marginaux ont commencé à voir le jour. Carnival of Souls pour moi est un précurseur dans ce cas-là, parce que c'est encore un film qui tient extrêmement bien la route. Puis que je vous dirais, si j'avais à mettre 10 films qui m'ont fait peur dans ma vie, puis qui me font quand même toujours de l'effet quand je les vois encore, Carnival of Souls en fait partie. Qu'est-ce qui fait que ce film-là est aussi bon? Il y a plusieurs raisons. Selon moi, c'est un des films d'horreur qui maîtrise probablement le mieux l'atmosphère. C'est un film où il y a des jumpscares à quelques occasions, mais c'est un film qui utilise la musique, qui utilise l'absence de musique, mais c'est un film qui nous met dans une ambiance qui est très 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 malsaine. Il y a quelque chose de pas correct avec le personnage de Marie. Il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Qu'elle a l'air de savoir, mais qu'elle n'a pas l'air de vouloir accepter. On ne le sait pas ce que c'est durant tout le film. Mais il y a quelque chose avec elle qui fonctionne pas. Puis ça, en tant que tel, je trouvais ça très 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 effrayant. J'avais l'impression que le personnage savait des choses que moi, je ne savais pas. Puis je sais que c'est un film qui est très... C'est un film bavard, il y a beaucoup beaucoup de dialogues, mais tous les dialogues mènent à quelque chose. Hein. Tous les dialogues nous mènent vers d'autres indices sur qu'est-ce qui se passe vraiment avec ce personnage-là. Il y a très très peu d'effets spéciaux dans ce film-là. En fait, il n'y en a pratiquement aucun. Les apparitions de fantômes sont des personnes qui ont le visage maquillé en blanc avec des spots noirs autour des yeux. C'est pas plus que ça. Mais c'est quand même assez épeurant en noir et blanc, parce que je pense que si c'était en couleur, ce serait moins effrayant. Mais en noir et blanc, c'est très 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 très... ça a un certain effet. Puis la façon que les apparitions arrivent, que ces jumpscares-là arrivent, ils sont faits dans une absence totale de musique. C'est un des rares films d'horreur que j'ai vu où les moments d'horreur se font dans le silence le plus total. Puis ça, le silence, je pense que c'est un élément qui n'est pas assez exploité dans le cinéma d'horreur, même encore aujourd'hui. On pense que mettre le son fort, ça fait vraiment peur. On n'a pas le choix d'avoir peur quand le son est fort. Boum! Mais on a peur. Est-ce qu'on a peur de ce qui se passe à l'écran ou on a peur du son qui arrive? Moi, je pense que dans plusieurs cas, j'ai plus peur du son que ce qui arrive. Dans Carnival of Souls, on a peur parce qu'il n'y a pas de musique. On est face à nous-mêmes, comme dans la vie de tous les jours, devant une horreur qui est en face de nous. On ne sait pas comment réagir à ça. On n'est pas habitué, nous, en tant qu'être humain, à être face à de l'horreur sans qu'il y ait de musique. Parce que la musique nous rappelle qu'on est en train d'écouter un film. Puis dans ce cas-là, on est en train d'en écouter un, mais on l'oublie presque le temps d'un instant. Les apparitions, il y en a peut-être, 3 ou 4 durant le film, jusqu'à ce carnaval-là, où c'est vraiment, vraiment creepy, la manière que c'est filmé, avec tous les fantômes qui sont tous en train de faire une espèce de danse macabre en faisant les attractions de ce parc d'attractions-là. Carnival of Souls, c'est la preuve qu'on peut faire beaucoup avec pas grand-chose. Je pense que c'est un des meilleurs films d'horreur qui le prouve. Beaucoup plus que les films, là, je sais qu'il y a la mode là, avec les films de cam recording, où c'est vrai que c'est filmé avec pas grand-chose, mais il y a plein d'effets spéciaux là-dedans. Dans Carnival of Souls, il n'y en a pas d'effets spéciaux. Il n'y en a pratiquement pas. Puis tout ce qui fait peur, c'est la façon qu'on met certains éléments mis en scène qui fait que c'est épeurant. C'est la musique. C'est la façon qu'on filme les fantômes. Un peu comme si ça flottait. Un peu comme si on était dans un rêve. C'est ça qui fonctionne avec ce film-là. C'est ça aussi qui fait que je me rappelle de ce film-là au point où je peux vous en parler même si j'ai pas vu le film depuis 2 ans. Parce que c'est un film qui m'a fait une grosse impression. Puis qui m'en fait encore aujourd'hui. Puis là, je vous en parle puis j'ai le goût de le revoir. Et puis le punch final, le punch qui est, bon là je vais vous le dire, là, whatever, elle s'en va au carnaval, les fantômes, comme s'il la faisait disparaître, puis on découvre après que Marie, après ça, on découvre après, les policiers vont dans l'eau, puis ils sortent le cadavre de Marie de l'eau, où sa voiture était tombée au début du film. Que tout le temps de ce film-là, elle était morte, puis qu'elle appartenait à ce monde des fantômes-là, puis c'est pour ça qu'ils venaient la chercher, pour ça qu'ils faisaient des apparitions. Je trouve que c'est un twist qui est très 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 intéressant, très bien fait. Puis je trouve que aussi que c'était la façon parfaite de terminer ce film-là. En gros, c'est un film majeur, puis qui en passant n'a aucun droit d'auteur, donc vous pouvez le voir sur YouTube. Un très très bon film que je vous conseille de voir. Je sais pas si vous êtes amateur des vieux films,
Mais moi, selon moi, des 4 films qu'on a présentés aujourd'hui, c'est pas probablement le meilleur, selon moi. Probablement le plus solide. Mais on a eu 4 films qui étaient quand même... Je veux dire, Star Wars, Fearless et Carnival of Souls sont des très bons films. Légionnaire était un film correct, sans plus. Mais on a eu 4 bons films à présenter aujourd'hui. C'était la fin de cette partie-là. Ça dure beaucoup plus longtemps que je pensais parce qu'on est déjà à 53 minutes. Donc on va parler aux nouvelles. Il y a eu plusieurs nouvelles cette semaine dans le cinéma, mais je pense que la plus importante, c'est celle que les Oscars, il n'y avait aucun noir de nominé pour absolument rien aux Oscars cette année. Ce qui a fait une grande tollée, tout le tralala, des gens qui disent qu'ils vont boycotter les Oscars parce qu'il n'y a aucune représentation des noirs et tout ça et tout ça. Honnêtement, j'ai regardé la nouvelle, j'ai vu plein de gens qui ont dit qu'ils allaient boycotter les Oscars à cause de ça, et tout le kit. Et moi, je suis pas vraiment vendu à cette idée-là. Je veux dire, il y a des problèmes dans l'industrie du cinéma. Je pense que c'est évident que des personnes noires ont moins d'opportunités que des personnes blanches. C'est comme ça. Ça, c'est un problème qu'il faut régler. Mais en même temps, je veux dire, si cette année, si selon les gens qui ont fait les Oscars, il y avait personne d'une certaine nationalité qui est ressorti, puis que toutes les nominés, selon eux, étaient des blancs, je pense que c'est plus une affaire de d'hasard ou d'habitude de visionnage que de quelque chose de raciste, là, selon moi. Je pense que les gens qui s'occupent des Oscars sont des vieilles personnes complètement dépassées. Les choix de l'Académie, c'est des choses dont j'ai rien à battre en général. Je veux dire, il y a eu des années où, par exemple, le meilleur film, c'était un des films que je trouvais complètement billard. Je me rappelle de l'année du Discours du Roi, que je trouve qu'il était un film tout à fait correct, mais qui était vraiment pas le meilleur film cette année-là. On a eu Shakespeare in Love, toutes ces affaires-là. Je veux dire, c'est complètement imparfait, ça. Les choix qu'ils font, c'est complètement imparfait. Je pense qu'il faut pas accorder beaucoup d'importance à ces choix-là. Je sais que c'est le moment où ce qu'on parle, ce qu'on dit... que ça c'est la grande fête du cinéma et tout ça, que c'est l'avènement que c'est l'avènement du cinéma, que c'est une grande célébration. Moi je vois plus ça comme ça. Les Oscars c'est rendu quelque chose d'un peu dépassé. Les fêtes pour les Oscars ça veut plus dire grand chose selon moi. Ces gens-là font pas nécessairement les meilleurs choix. Et puis j'ai un peu perdu foi en ces gens-là. Donc si ils décident de pas mettre de noir en nomination, c'est juste une preuve de plus que les choix qu'ils font sont complètement dépassés. Je pense pas qu'on devrait boycotter nécessairement. On devrait boycotter pour ça. On devrait boycotter parce qu'ils font des mauvais choix en général, ces gens-là. Puis les Oscars, c'est quelque chose dont je me balance. Et je m'en balance encore cette année. Et cette nouvelle-là, je pense qu'on en fait un gros cas. Que le côté positif, c'est qu'elle reflète l'état de cette industrie-là, qui laisse assez peu d'espace, même s'ils en laissent de plus en plus dans certains cas. Mais être un noir ou être une personne qui n'est pas blanche, c'est pas nécessairement ce qui va ouvrir le plus de portes au cinéma. Malgré tout, je pense pas que c'est une nouvelle qui est si alarmante que ça. Et j'ai immédiatement le goût de passer à la prochaine. On a eu cette semaine des rumeurs disant que le film Labyrinthe allait recevoir son remake. Labyrinthe qui est un film des années 80, mettant en vedette David Bowie, réalisé par Jim Henson, c'est le créateur des Muppets, c'est bien ça. Un film culte, un film que j'ai beaucoup aimé. Avec également Jennifer Connelly, avec une petite fille qui doit aller chercher son frère dans une espèce de monde merveilleux. Film très solide, extrêmement original. On a appris qu'il y aurait une possibilité d'un remake qui se fasse. Nouvelle qui s'est avérée heureusement fausse cette semaine, donc il n'y aura pas de remake du film Labyrinthe. C'était des espèces de nouvelles un peu boboches inventées. Ce que j'ai à dire sur le sujet, c'est que la simple fait qu'on ait cru à ce remake-là m'apparaît un peu absurde, étant donné que David Bowie est mort la semaine dernière. Pensez-vous vraiment qu'on va annoncer le remake de Labyrinthe une semaine après la mort de David Bowie qui jouait dans ce film-là, qui est la plus grande performance qu'il a faite au cinéma, en tout cas la plus connue, là. Je sais pas si c'est nécessairement la meilleure. Ça aurait été vraiment idiot. Donc,
Heureusement, Labyrinthe n'aura pas de remake. C'est un film qui, selon moi, n'a pas du tout besoin de remake. C'est un film qui est très très bon et qui tient la route encore aujourd'hui parfaitement. Et qui n'a pas besoin d'être... on n'a pas besoin de brasser la sauce pour en faire une nouvelle vision. On en a déjà une qui est très 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 bonne. Donc voilà, il n'y aura pas de remake de Labyrinthe. Ensuite de ça, on a eu les premières photos du film Independence Day qui sont sorties. Pas grand chose, on les sort au compte-gouttes. On a eu les premières images des suits qu'ils allaient porter. On sait que Jeff Goldblum va jouer dans ce film-là. Ça, vous voyez, ça c'est un film que j'ai aucun problème. Mais c'est pas vraiment un remake, là, c'est une suite. Mais j'ai aucun problème à ce qu'on fasse un nouveau film d'Independence Day. C'était pas si bon que ça, Independence Day en partant. Donc qu'on en fasse un remake ou une suite. Je trouve ça intéressant, puis je pense qu'aujourd'hui, on a le potentiel de faire un film bien meilleur avec ça. Par contre, il y a aussi les chances qu'on ait un film complètement merdique. La photo que j'ai vue ne montre rien. Ça montre seulement les costumes des personnages. Donc on n'en sait pas vraiment plus. Je suis content qu'ils fassent une suite à ce film-là. Je pense que ça pourrait être un film qui est très 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 plaisant, un bon blockbuster à voir. Et une nouvelle, je pense que celle que je vais m'attarder le plus longtemps, Avatar 2 a été repoussé une fois de plus. Repoussé à cause de quoi? Repoussé à cause de l'effet Star Wars. Avatar 2 était supposé sortir l'année 2017 au mois de décembre. Le succès de Star Wars a fait que les producteurs ont dit que Star Wars, la suite du film de Force Awakens, serait en décembre 2017. Ce qui a fait qu'Avatar a eu la chienne en gros et a décidé de se repousser encore, probablement à l'été 2018. Avatar 2, là. En tout cas, la série Avatar. Bon, Avatar, c'est le film qui a ramassé le plus d'argent dans l'histoire du cinéma. Je comprends pas vraiment encore pourquoi. Je trouve qu'Avatar était un bon film, mais pas un si bon film. Et puis qu'ils se sont complètement emportés à la suite de ça. James Cameron a dit qu'il voulait réaliser le film Avatar 2, 3 et 4 collés ensemble pour en faire un par année à partir de là. Ce qui est une tactique qu'on a déjà vue, par exemple, avec Pirates des Caraïbes. Par contre, est-ce qu'on s'intéresse encore tant que ça à Avatar? Je veux dire, le fait qu'on repousse autant la série, ça montre que probablement que l'engouement du public est plus vraiment là. Personne se plaint tant que ça que le film Avatar soit repoussé. C'est au point où ce que je suis en train de me dire, là on en parle, mais c'est un projet beaucoup trop ambitieux puis beaucoup trop coûteux pour ce que ça risque de rapporter. Je suis absolument certain, moi, que faire 3 films d'Avatar, un par année, ça va complètement diluer l'intérêt qu'on va y porter. Puis ça va également diluer probablement la qualité du film en tant que tel. Mettre une grosse histoire séparée en 3 films qu'on va mettre une année à la fois à voir. Je veux dire, ils ont fait ça avec Pirates des Caraïbes. Le résultat, c'était que le film 2 et le 3, le film 2 était très bien, puis le film 3 était complètement disjoint, pas du tout intéressant. Puis j'ai l'impression que ça va être exactement la même chose avec ça. Moi, j'en suis à me demander, sincèrement, si les films d'Avatar vont voir le jour, un jour dans notre ère. Je pense que probablement qu'ils vont faire une suite. Ils feront pas le film Avatar 2, 3, 4 collés ensemble. Je suis certain qu'ils vont faire une suite. Rien de plus. Que ça va probablement ramasser beaucoup d'argent, mais que ça ne ramassera pas autant qu'ils l'espéraient et qu'il n'y aura plus d'Avatar rendu là. Voilà ce que je crois. Et puis, Avatar 2 repoussé en 2018. Attends, moi je m'attends à ce que ce soit repoussé encore plus longtemps. Je pense que ces gens-là ont eu la peur de leur vie quand ils ont su que Star Wars allait changer pour être en décembre. Et puis là, ils se sont rendus compte que les gens n'en avaient plus rien à battre de Avatar. Voilà. On va conclure avec le trailer de Suicide Squad qui est sorti. J'avais vu le premier trailer de Suicide Squad, je l'avais trouvé vraiment bon. Très 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 sombre, hein? On montrait tous les personnages, mais on les montrait pas ce qu'ils étaient capables de faire. On voyait le Joker, la première image qu'on avait du Joker, où ce qui fait vraiment peur. Les premières images d'Harley Quinn, de Will Smith en tant que Deadshot et tout ça. Là, on a fait un nouveau trailer beaucoup plus humoristique en utilisant la chanson Bohemian Rhapsody de Queen. Je vais vous avouer que ce trailer-là, qui en montre beaucoup plus, qui dure 2 minutes, je l'ai beaucoup moins aimé que le premier. Ce trailer-là est pas du tout axé sur l'action ou sur ce qui va se passer dans le film.
il est axé sur les personnages, parce que c'est véritablement, je me rends compte, le seul élément qu'on a mis en évidence dans ce trailer-là, c'est les personnages. On en voit beaucoup, puis je sais que c'est ça l'intérêt du Suicide Squad, c'est tous les membres de l'escouade. Je trouve juste que là, on est vraiment rentré dans de la surenchère au niveau, on n'essaie pas de vous vendre un film, on essaie de vous vendre des personnages qu'on met en scène. Ça, pour moi, c'est un turn-off. Parce que j'aime ça voir un film avec une histoire qui se tient debout, puis j'ai l'impression que j'aurais pas ça du tout ici. Donc, on voit tous les personnages. Et là, on les voit toutes pas en profondeur, mais on voit tout un peu ce qu'ils sont capables de faire. Donc, Deadshot, Harley Quinn, Killer Croc, et il y en a un, il est plein de tatouages, il est capable de contrôler le feu. Il y en a un qui c'est Boomerang, je pense, Captain Boomerang, qui a l'air d'un Australien complètement disjoncté. On les voit tous. On les voit tous. Tous des petits moments qui ont aucun sens ensemble. Et on voit également beaucoup le Joker, qu'on voit peut-être même un petit peu trop dans ce trailer-là. On le voit à toutes les sauces. On essaie vraiment de vendre. Là. Il va y avoir le Joker dans ce film-là. Allez le voir. Mais il fait rien de particulièrement marquant là-dedans. Il dit presque rien. On le voit juste en action. Moi, j'ai pas aimé ça. Puis j'ai préféré le premier trailer. Mais en même temps, on apprend un peu plus sur les personnages. Ceux qui aiment ces films-là, qui aiment les films de super-héros, ils vont probablement adorer ces trailer-là parce qu'ils vont un peu plus savoir à quoi s'attendre. Moi, je sais pas vraiment à quoi m'attendre. Je sais qu'il va y avoir des personnages là-dedans. Mais je sais pas vraiment si l'histoire va être bonne. Et j'ai l'impression que là, on a essayé d'en cacher le plus possible. Mais en même temps, c'est un trailer. Les trailers, ça veut pas dire grand-chose. Donc au final, pas vraiment aimé ça. Ça m'a un petit peu calmé mes ardeurs parce qu'après le premier trailer, j'étais vraiment intéressé. Moi qui commence à en avoir plein le cul des films de super-héros, là, j'allais dire, lui, j'ai vraiment le goût de le voir. Là, à cette heure, je vois ça, puis il fait, ça a pas l'air si bon que ça. Mais en même temps, c'est juste un trailer. Donc, c'est ce qui m'a fait au podcast. On a quand même duré longtemps, 1 heure. Et si vous avez fait ça jusqu'au bout, je vous félicite. Et j'espère que vous êtes là la prochaine fois. La semaine prochaine, quand je vais faire le podcast, 2 films que je peux vous assurer que je vais vous parler. Je vais aller voir le film Le Revenant en salle. Donc, on va avoir une bonne discussion à ce sujet. Et je vais également vous parler d'un... J'ai absolument certain que je vais vous parler d'une comédie de 2011 qui s'appelle Take Me Home Tonight. Donc ça, c'est 2 films dont je vais assurément vous parler. Et il va y en avoir 2 autres, ainsi que les nouvelles et peut-être une analyse ou une discussion sur un trailer que je vais avoir vu. Je vous remercie d'avoir été là, de m'avoir écouté durant tout ce temps. J'espère que vous avez passé un bon moment et à la prochaine.